Cet ordinateur. Et voilà, nous sommes partis pour ce webinaire. Donc, nous sommes le 7 novembre 2024 et donc on va faire un webinaire sur l'énergie solaire dans l'habitat. Donc, le solaire thermique et une beaucoup plus grosse partie sur le solaire photovoltaïque. Donc, ce webinaire, voici comment il va se décomposer. Donc, une présentation des intervenants, donc la LTE 69 avec moi et Noémie. L'ALEC de Lyon avec Sylvain et Espul avec Ulysse. À chaque sous-partie, il y aura des temps d'échange et de questions qui passeront par l'outil questions-réponses qui se trouve dans la barre d'outils. Donc vous ne pouvez pas parler et vous ne pouvez pas chatter. Par contre, nous pouvons échanger au travers de cet outil de questions-réponses. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes deux associations porteurs du service Espace Conseil France Rénov. C'est dans ce cadre-là qu'on a enfin, qu'on mène conjointement des animations et entre autres des webinaires. Donc, l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, nos locaux sont basés à Lyon, dans les Brotteaux, et puis on fait des permanences délocalisées sur le Rhône. Je te laisse présenter l'Alex, Sylvain. Donc l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, elle existe depuis bientôt 25 ans. On en est à nos quatrièmes locaux, là, donc maintenant on est vers Charpennes. Une équipe d'un presque 40 salariés, et donc notre territoire d'action, c'est les 58 communes de la métropole de Lyon, ce qui représente à peu près 1 400 000 habitants. Voilà, et la LTE est sur le Rhône hors métropole de Lyon, du coup. Donc, on est tous les deux porteurs du service qui, à l'échelle nationale, du service public de la rénovation de l'habitat, qui, à l'échelle nationale, s'appelle Espace Conseil France Rénov. Auparavant, Info Énergie, puis Faire avec, et aujourd'hui, France Rénov. Donc, notre but, c'est en fait d'apporter un service de proximité, gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie, et de vous accompagner techniquement sur la rénovation énergétique de l'habitat, et du coup sur les énergies renouvelables que vous pouvez mettre. Donc, des conseils techniques, des conseils des informations sur les aides financières et puis sur tout ce qui est aspect environnemental de la rénovation énergétique. On est financé donc à l'échelle nationale par l'État et puis localement par la métropole du Grand Lyon et puis toutes les communautés de communes du Rhône et le département. Le message qu'on souhaite vous faire passer avant de parler de l'énergie solaire, c'est que d'abord, il faut bien isoler son logement. Donc, on suit le triptyque suivant, sobriété. Donc, on réduit au maximum ses consommations par le comportement. On isole son logement. Ensuite, efficacité. On met en place des systèmes performants, donc de chauffage et de ventilation. Et ensuite, on s'intéresse aux énergies renouvelables. Et là, c'est le cas du photovoltaïque, par exemple. Donc, vraiment, avant de vous lancer dans une installation photovoltaïque, assurez-vous que votre toit est bien isolé, que votre maison est bien isolée. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter. On sera capable de faire un état des lieux avec vous. Alors, eh ben, je te laisse la main, Sylvain, sur le solaire thermique. Et moi, je te laisse passer la diapo suivante. Alors, donc, bon, d'abord, en termes de potentiel solaire, c'est vrai que le rayonnement solaire annuel qui touche la Terre est très important puisque ça représente 5 000 fois la consommation énergétique mondiale. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un gros potentiel où que l'on soit sur la planète. On peut passer à la suivante. Si on se rapproche donc sur le territoire français et notamment sur le Rhône, on a en gros un nombre d'heures d'ensoleillement annuel relativement important et sur le Rhône, on peut récupérer 1200 kWh par mètre carré et par an, ce qui est l'équivalent de 120 litres de fuel. Et donc, grâce à cette énergie, on peut chauffer de l'eau. Et il faut savoir que pour répondre aux objectifs de développement d'électricité et de chaleur renouvelable, il faudrait multiplier par 2 le nombre de panneaux solaires thermiques d'ici 2028. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, aussi bien sur l'habitat individuel que, par exemple, comme ça se fait sur la métropole, la prime éco-chaleur qui permet
de développer les installations de chaleur renouvelable. Donc en gros, voilà, il va falloir qu'on s'équipe. Et le solaire thermique n'est pas du tout antinomique avec le solaire photovoltaïque. C'est juste des systèmes qui peuvent être complémentaires. Dans nos logements, on a besoin à la fois d'eau chaude, de chauffage et d'électricité. Et donc, c'est des systèmes qui peuvent se compléter. Et voilà, on voit aussi que sur le Rhône, on est plutôt pas mal placé en matière d'ensoleillement, puisqu'on est en gros dans la zone orange, donc plus de 1000 heures d'ensoleillement annuel. Tu peux passer. Alors, l'eau chaude sanitaire, c'est un poste de consommation qui est important et quelque part, quelle que soit la réglementation thermique, bah, on voit qu'il reste à peu près équivalent. La partie eau chaude, donc sur le graphique, est en rouge. Et autant on peut gagner sur la partie chauffage en améliorant l'isolation, autant globalement, la consommation d'eau chaude reste à peu près équivalente dans les logements et plus liée au nombre de personnes qui composent un foyer. Donc que ce soit RT 2005, RT 2012, bâtiment passif, vous voyez que la part eau chaude se réduit. Et plus on va vers du passif, bah, au final, on s'aperçoit qu'on est sur des bâtiments qui sont tellement bien isolés que pour le passif, au final, la facture d'eau chaude devient supérieure à la facture de chauffage. Donc, ce n'est pas quelque chose à laisser de côté et il faut s'en préoccuper. Alors, comment ça fonctionne? Ben, je te laisse faire défiler aussi le texte. Donc, on dimensionne à peu près 1 mètre carré de capteur par personne dans le logement. Tout ça permet de couvrir 50 à 80% des besoins annuels d'eau chaude sanitaire. Et on a un système d'appoint qui va venir compléter quand le soleil ne suffit pas pour amener l'eau à température. Donc, ça peut être une chaudière, si vous avez une chaudière gaz par exemple, ça peut être une résistance électrique qui va venir compléter. Donc on est sur un circuit fermé et donc vous avez le circuit primaire qui va venir transmettre ses calories au ballon d'eau chaude. Donc pendant plusieurs mois, on pourra fonctionner 100% solaire. Et évidemment, bah, pour la saison froide, il y aura besoin d'un appoint. Mais en tout cas, on est au minimum du minimum à 50% de taux de couverture par le solaire. Donc en gros, on est très souvent sur des capteurs d'à peu près 2 mètres carrés. Donc en gros, on va souvent sur du 2, 4, 6, voilà, sur des multiples de 2 mètres carrés. Et il y a quelques marques qui font des capteurs sur mesure où là, on a un peu plus de latitude. Mais voilà, la plupart des capteurs sont des capteurs d'à peu près 2 mètres carrés. Il y a plusieurs familles de capteurs et alors, celle qu'on va trouver principalement, ça va être ce qu'on appelle les capteurs plans. Donc c'est ce qu'on voit sur la première photo. Donc ça, c'est une technologie qui a pas beaucoup évolué depuis quelques décennies. En gros, vous êtes donc sur une vitre pour l'effet de serre, vous êtes sur un absorbeur peint en noir pour l'effet de corps noir. Vous avez un isolant qui va conserver la chaleur dans le capteur et éviter qu'elle reparte dans le toit de la maison. Et vous avez des tuyaux en cuivre qui vont conduire la chaleur au fluide qui va circuler à l'intérieur des tuyaux. Donc ça, c'est quelque chose de relativement simple. Un peu moins courant, on va trouver les capteurs sous vide. Donc c'est des capteurs qui nous permettent de monter plus en température, de parfois être adaptés à des orientations peut-être un peu moins optimales, un peu moins sud. Et éventuellement, ils peuvent aussi s'utiliser en façade. Et là, on va orienter les ailettes des capteurs sous vide de façon à ce que voilà, qu'elles prennent un maximum de soleil. Donc, ça permet parfois d'avoir des surfaces un petit peu inférieures au capteur plan puisque le rendement est meilleur. Et puis enfin, on a une autre famille de capteurs qui ont une fonction vraiment spécifique qu'on appelle les capteurs moquettes et là qui vont servir uniquement au chauffage de piscine. Donc ça, c'est assez peu utilisé, on le voit plus rarement. Et là, on va fonctionner uniquement sur l'effet de corps noir. Donc on ne joue pas sur l'effet de serre, sur la vitre. Et là, donc c'est voilà, c'est spécifiquement fait pour les piscines. L'intérêt, bah, c'est que c'est plus léger que des capteurs plans et que le coût est inférieur. Donc, ça permet de faire durer la saison d'utilisation de la piscine plus longtemps. Mais évidemment, voilà, la piscine, on est sur du bonus entre guillemets et certaines personnes peuvent aussi surdimensionner légèrement leur installation de capteurs classiques pour éventuellement
utiliser le reste pour chauffer la piscine, sous réserve qu'ils en aient une. Alors, les points clés pour une installation réussie, bon, bah, que ça soit thermique, que ça soit photovoltaïque, évidemment, plus on va être proche du sud, plus le rendement va être bon. L'inclinaison de la toiture de 20 à 60 degrés. Évidemment, on va éviter d'avoir des masques, donc de même qu'on va faire des relevés de masques pour le photovoltaïque, ben, ça serait quand même bienvenu que les installateurs fassent un relevé de masque, qu'on n'ait pas des arbres qui viennent faire de l'ombre, par exemple, sur la toiture, ou des cheminées, ou éventuellement, quand on habite en zone relativement urbanisée, bah, des immeubles côté sud qui viendraient faire de l'ombre sur les capteurs. Et évidemment, il faut que l'installation soit bien dimensionnée. Donc là, vous avez une efficacité des capteurs selon leur situation. Vous avez à la fois l'orientation par rapport au sud. Donc on a évidemment une tolérance en direction de l'ouest ou de l'est, hein, on va éviter les toits plein nord, et, un niveau de performance qui est lié donc à la fois à l'orientation par rapport au sud et à la pente. Et pour être au maximum, eh bien, il faut, on va dire, le maximum est atteint dans la zone la plus sombre, c'est-à-dire en gros au sud entre 15 et 60 degrés. Et puis après, on voit qu'on perd un petit peu quand on fait évoluer aussi bien la pente que l'orientation. Donc ça va nous permettre de calculer le temps de retour sur investissement d'une installation. La rentabilité, elle va dépendre de la complexité de l'installation et de son coût. Elle va dépendre du prix de l'énergie auquel l'énergie solaire va se substituer. Forcément, plus vous êtes sur une énergie de base qui est chère, plus le temps de retour sur investissement sera rapide. Ça va dépendre aussi de l'évolution du prix des énergies dans le futur. Ça va dépendre des aides éventuellement disponibles. Et donc, effectivement, tout ça fait que la rentabilité peut être variable. En tout cas, on a aujourd'hui des installations qui, par rapport à ce qui se faisait il y a 20-25 ans, en tout cas quand moi j'ai démarré dans le métier, on voit que les prix ont augmenté et que parfois, pour réduire le temps de retour sur investissement, on a aussi la possibilité d'aller sur des achats groupés. Et vous avez une structure qui s'appelle Aper Solaire qui permet aux particuliers d'aller sur des systèmes d'achat groupés et de réduire le prix des installations. Donc les subventions, elles varient chaque année. Et du coup, je peux déjà vous faire le teaser du prochain webinaire, puisque en chaque début d'année, on refait un webinaire sur les nouvelles aides financières. Et donc, on vous proposera un webinaire sur les nouvelles aides financières en janvier ou février, ce qui nous permettra voilà, d'actualiser, puisque ça change régulièrement, que ce soit les aides au niveau national ou les aides au niveau local. Alors, on peut effectivement assez facilement de l'eau chaude sanitaire, mais on peut aussi éventuellement faire une partie de son chauffage. Alors ça va être plus facile à faire quand on est sur une construction neuve. Pourquoi? Bah, parce que déjà, il faut une surface de capteur plus importante. Donc là, on va être plutôt sur des surfaces de 10 à 20 mètres carrés. Donc le taux de couverture, ça va être en gros de 20 à 50% des besoins de chauffage et d'eau chaude sur toute l'année. Le dimensionnement va être différent, comme je vous le disais. Et là, on va aller chercher des toits plus pentus que ce qu'on va trouver en tout cas sur la région lyonnaise. C'est pour ça qu'on en voit assez peu sur la région lyonnaise et qu'on voit beaucoup plus d'installations sur notamment Savoie, Haute-Savoie. C'est-à-dire que là où on a des toits pentus pour faire tomber la neige. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand est-ce qu'on a besoin de chauffage? C'est en hiver. En hiver, le soleil est bas sur l'horizon. Et donc, plus les capteurs seront proches de la verticale, plus, on va dire, ils pourront récupérer le rayonnement solaire. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est plutôt applicable en neuf parce que ça permet d'avoir un toit bien orienté et la bonne surface. Et puis ensuite, quand on dit chauffer doux pour une bonne performance, en gros, on va généralement passer par des émetteurs basse température, type plancher chauffant. C'est ce qu'on appelle chauffer doux, c'est-à-dire qu'il vaut mieux envoyer une température plus faible sur une plus grande surface que d'utiliser par exemple des radiateurs où la surface d'échange sera plus faible et où du coup on sera obligé d'envoyer une température plus importante. Voilà, donc ça
C'est quelque chose qu'on voit, comme je vous disais, beaucoup Savoie, Haute-Savoie, on le voit quand même un petit peu moins sur le territoire du Rhône. Donc là, on peut prendre une première série de questions-réponses spécifiques sur le solaire thermique. Alors, je te fais des remontées de questions. Il y a dans l'ordre, sur le solaire thermique, il y a comment on fait si on est soumis aux ABF, aux architectes bâtiments de France, pardon. Si on est Bah, dans une... c'est vrai que ils ont leur mot à dire quand on est à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé. Donc, donc effectivement, il faut essayer de discuter avec eux, En tout cas, c'est de- ça. Il va y avoir une demande officielle qui va être faite pour la demande de panneaux et après, les ABF vont donner un avis favorable ou défavorable en fonction de ce qu'ils appellent la co-visibilité. Donc, parfois, ils peuvent accepter et après, ça dépend du coup de l'individu que vous avez en face de vous. tout à fait. Ensuite, concernant les panneaux thermiques, on a une question. Est-ce que on peut mettre des panneaux thermiques quand parfois les panneaux photovoltaïques sont pas conseillés parce qu'il y a trop d'ombrage? Donc, en gros, est-ce que les panneaux thermiques ont un spectre plus large d'intégration en toiture? Ça reste assez proche, simplement, c'est deux usages qui sont différents. Donc, la principale différence, c'est que sur le solaire thermique, en tout cas, si on veut juste faire de l'eau chaude, on va être sur une surface beaucoup plus faible. Donc, si effectivement on a moins de surface de toit adaptée, bah, pourquoi pas sur une famille, entre guillemets, de 4 personnes, on sera sur 4 mètres carrés. Donc voilà, dès qu'on va sur du photovoltaïque, on est plutôt sur des installations de minimum plutôt 20 mètres carrés. Donc Mm. voilà, voilà, mais on est bien sur des usages qui sont différents. Le but du photovoltaïque, c'est de faire une partie de l'électricité spécifique. Le but du solaire thermique, c'est de faire une partie de l'eau chaude, voire du chauffage. Ok, on a une autre question concernant l'appoint électrique. Donc pour moi, la question n'est pas très claire, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus d'informations sur on fait du chauffage thermique. Est-ce que l'appoint électrique a un bon rendement? Ou est-ce qu'on pourrait consommer trop d'électricité avec l'appoint? En fait, quand je parle d'appoint électrique pour un chauffe-eau solaire, bah, en fait, c'est les gens qui sont déjà généralement équipés d'un cumulus électrique. C'est pour les gens qui ont une production d'eau chaude sanitaire électrique avec un cumulus, comme j'ai chez moi. Et donc, à ce moment-là, ça va venir réduire à peu près par deux la consommation d'électricité. Euh, Quelqu'un qui est par exemple en chaudière gaz, on ne va pas forcément lui demander d'aller mettre un appoint électrique. Il pourra conserver sa chaudière gaz et c'est sa chaudière gaz qui fera l'appoint. Je ne sais pas si ça répond à la demande, mais Je pense. Ensuite, on a une question. Est-ce que les panneaux solaires thermiques peuvent aussi servir donc à l'eau chaude, mais aussi au chauffage? eh bien oui, c'est ce que je présentais là avec les systèmes solaires combinés. Simplement, bah, ça implique d'être plutôt équipé d'un plancher chauffant. Ça implique d'avoir un toit bien orienté sud et de pouvoir y mettre une vingtaine de mètres carrés. Donc on va dire que quand c'est fait sur du neuf, ça peut être gérable. Surtout, comme je disais, ça implique d'avoir des toits pentus. En réhabilitation, ça va quand même être beaucoup plus rare. Ok, après on a une question un petit peu technique par rapport au panneau Dualsun. Je te la lis. 1 mètre carré de capteur thermique correspondrait à combien de mètres carrés en panneau Dualsun, ceux qui peuvent faire de la récupération de chaleur sur panneaux photovoltaïques? Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Il y a En gros, c'est est-ce effectivement. qu'on peut réduire la surface de capteur thermique si on a des panneaux solaires au-dessus? Enfin, ouais. En fait, non, mais la notion, enfin, ce qui est intéressant dans la question, c'est effectivement, parce que j'en ai pas parlé, c'est qu'il existe des panneaux effectivement hybrides qui peuvent permettre de faire un peu de chauffage sur des panneaux photovoltaïques. En gros, d'ailleurs, en été, on en parlera tout à l'heure, hein, mais en été, ce qui peut faire baisser le rendement des panneaux photovoltaïques, c'est quand ils chauffent trop. Et donc, effectivement, quand le soleil tape dessus, bah, le panneau va s'échauffer et du coup, on peut récupérer une partie de l'énergie. Non, Euh, alors, je sais que oui, j'avais un moment, j'avais fait une diapo sur ces panneaux-là, mais c'est pas sur ce diaporama.
Mais on pourrait rechercher. Je sais que nous, j'ai pas l'impression, en tout cas sur les maisons qu'on fait visiter, moi j'ai rarement vu les panneaux mixtes, voire jamais de mon côté. On est plutôt sur soit thermique classique, soit photovoltaïque classique. J'ai jamais vu d'installation de panneaux hybrides. Merci. Après, on a des questions un peu sur le dimensionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux... Donc, en gros, ils sont deux 90% du temps, mais l'été, il y a plus de monde. Est-ce qu'il vaut mieux dimensionner sur quand il y a moins de monde ou quand il y a plein de monde? C'est une bonne question, mais on va dire que bon bah c'est forcément hein, si on va sur sur 4 mètres carrés, ils auront plus de taux de couverture en hiver, même en étant que deux. Après 2 mètres carrés en été, c'est là où les panneaux ils produisent le plus. Donc à la limite de 2 mètres carrés, ça doit passer pour 4 aussi, hein, vu qu'en été, c'est là où on est 100% solaire. Voilà, donc après, c'est juste peut-être avoir peut-être un ballon qui soit légèrement plus volumineux, que le ballon soit pas dimensionné pour deux, mais qui soit un peu dimensionné pour un peu plus, quoi. Merci. Est-ce que pour le solaire thermique, ça fait l'eau chaude et le chauffage basse température, il y a deux ballons distincts? Tac, tac, tac. Généralement, oui, semble-t-il. Hop, alors je sais plus sur le schéma. Alors, Le- sur le schéma du SSC, je sais plus si ça se voit. Hop, Tac, tac. Mince. Tu me dis stop? C'est là, non? non, c'est pas celui-là. Je l'ai mis le schéma ou pas sur continue. Encore. Next. Alors, Pas encore. Attends, excuse-moi, parce qu'en fait, je vois pas tout, j'ai plein de trucs. là, ils ont mis un ballon, ils ont mis un ballon de stockage combiné. Eh ben, si on n'a pas une réponse ferme, on prendra le temps de chercher et de répondre. Et on essaiera Mm, de mettre la réponse dans l'enquête de satisfaction. On envoie un mail post-webinaire avec une mm. enquête de satisfaction, plus des réponses aux questions. Et Ouais, sachant qu'en plus, à la fin, pour aller plus loin, j'ai fait figurer ah le oui, guide, euh, le guide que vous voyez rien du tout. Mais en tout cas, adopter le solaire thermique. Ah, c'est mieux comme ça. Ça se voit. oui. Voilà, donc il y a un guide ADEME et donc vous pourrez le trouver et avoir plus d'informations là-dessus, voire en parler directement avec nos conseillers énergie-climat. Ah ben, on a une réponse. Enfin bon, par écrit en tout cas. On vérifiera. Quelqu'un dit non, pas nécessaire, mais il y a plusieurs échangeurs dans le ballon. Donc merci de ce complément. Qu'est-ce qu'un ballon thermodynamique, Sylvain? Ballon thermodynamique, bah, c'est les systèmes de production d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur. C'est voilà, c'est un système qui se développe depuis quelques années. Et au lieu d'avoir une pompe à chaleur qui ne fasse que du chauffage et éventuellement du rafraîchissement, bah, elle fait spécifiquement production d'eau chaude sanitaire. Ensuite, on a des questions sur le fluide caloporteur. Donc, C'est quoi la question? bah, quel est le fluide caloporteur? Généralement, c'est de l'eau plus du monopropylène glycol, enfin, ou ce genre de produit. En gros, le but du jeu, c'est qu'il soit antigel, hein. Vous imaginez bien que c'est mieux Voilà. quand. On répondra peut-être après que faut-il penser des panneaux PV thermiques? Peut-être. Toi, t'as un avis, Sylvain, sur les panneaux hybrides PV thermiques? Bah, on a assez peu de retours hein, au final. Hmm. Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand il y a des petites surfaces de toiture, c'est intéressant, ça permet de faire les deux usages. Mm, Que c'est une technologie quand même qui a fait ses preuves et qui est robuste. Et que moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que quand on a la place de faire les deux sur sa toiture, mieux vaut faire deux installations distinctes. Ça permet d'intervenir plus facilement. mm, mm. Voilà, c'est pas un avis tranché, c'est des partages d'informations.
Il y a une question Et, aussi donc, sur les installations collectives pour une résidence, donc pour une Mhm. copropriété. Donc effectivement, le solaire thermique est tout à fait possible en collectif. D'ailleurs, on voit beaucoup de résidences, de logements sociaux qui sont équipés de production d'eau chaude solaire. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et là, il faut se rapprocher de nos conseillers spécifiques, enfin qui sont spécialisés dans l'accompagnement des copropriétés. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une question qui revient un peu. Non, mais je suis pas sûre de réussir à la formuler. Je la reformulerai pour la partie photovoltaïque. Ok. Il y a encore pas mal de questions, mais je propose qu'on passe à la partie photovoltaïque et on prendra le temps de lire vos questions et d'y répondre. Donc, euh, je te passe mon ordinateur. Tu nous passes ton ordinateur. Alors, Et je vais te attends. passer le mien, comme ça, tu as accès au chat et tout ce qui va avec. Parfait. Eh bien, j'essaie de te simplifier tout ça. Merci Sylvain. Et ma présentation, elle est où? Ah oui. Elle est ici, ici, et ça l'est. Ça, j'aime. Ok. Parfait. Et tu peux démarrer la caméra aussi. Oui. Hop, parfait. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? On te voit, mais pas comme ça. Tu as Ah, la tête légèrement bon. coupée. Voilà, Là, on me voit c'est mieux mieux. alors. Pardon, c'est vrai. Impeccable, Je suis pas impeccable. caméraman. Euh, Parfait. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Ulysse Fourquin et je suis référent particulier au sein de l'association ESPUL. Je vais vous faire une petite introduction de l'association ESPUL, si ça veut bien passer. Ça passe. Alors, l'association ESPUL, on existe depuis 30 ans. Notre objet social, c'est contribuer à l'événement d'une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant des valeurs d'équité et d'intérêt général. Aujourd'hui, on est une trentaine de salariés. On donne des formations. On, on est beaucoup en échange avec les autorités pour faciliter le déploiement et accélérer le déploiement du photovoltaïque en France. On fait aussi un petit peu d'AMO parfois pour des collectivités. On aide beaucoup de collectivités et parfois des entreprises dans leurs projets photovoltaïques. Pour la petite histoire, l'association Espul a raccordé la première installation photovoltaïque au réseau en 92. Ça n'avait jamais été fait à l'époque et les fondateurs de l'association étaient des pionniers. Et maintenant, on existe depuis 30 ans et on est une trentaine à continuer cette facilitation du développement du photovoltaïque en France. Notamment, on anime le site photovoltaïque.info que certains de vous doivent, les plus affûtés sur le photovoltaïque doivent connaître. Il y a beaucoup d'informations. C'est un site qui s'adresse plus aux professionnels. Il est très dense, mais il y a un petit peu d'informations sur les particuliers. Et on va bientôt sortir en 2025 un outil à destination des particuliers, justement, parce que ce site est peut-être un petit peu trop dense pour les non-professionnels. À côté de ça, on a l'outil Évaluer mon devis. On va y revenir un peu plus tard, mais peut-être si certains de vous ont déjà eu des devis dans les mains, vous êtes peut-être déjà tombé dessus, ou alors peut-être que un conseiller France Rénov, parce qu'ils sont nombreux à l'utiliser, l'a utilisé pour évaluer vos devis, comme le nom l'indique. Alors, ma petite présentation, voilà, je vous ai fait une petite introduction. On va voir un petit glossaire après. On va parler des aides de l'État pour le photovoltaïque. Puis on va voir comment bien évaluer, pardon, le potentiel solaire de la toiture. On va voir comment lancer son projet, comment suivre la réalisation du projet, exploiter l'installation. Et enfin, je répondrai à vos questions. Alors, premièrement, un petit glossaire. Je vais vous Pour- parler pour- de kilowatts. excuse-moi, Elise, on voit pas ton diaporama pour l'instant. Ah bon? Ah bah je montre depuis tout à l'heure. C'est bien le problème. Ok, pardon, je vais arrêter le partage et je vais le reprendre. Elle est là. Ok, voilà. Là, vous voyez mon diaporama. Et vous m'entendez parler tout à l'heure pour rien. C'est bon là? Tu me confirmes, Sylvain? C'est impeccable. C'est impeccable. Pardon pour le souci technique. Alors, voilà, l'association Espul, je veux dire, depuis 91, 30 salariés. Vous avez l'installation de la photo de la première installation photovoltaïque en France, dans l'Ain, le site photovoltaïque.info, puis évaluer mon devis photovoltaïque, le sommaire que je viens de vous énumérer. Et donc, ce glossaire, ça tombe bien, tu m'as rappelé qu'on ne voyait rien au moment où ça commençait à devenir pertinent de voir. Donc, vous n'avez rien loupé pour l'instant.
Donc, je disais, quand on parle de photovoltaïque, on parle de kilowatts, de kilowatts-crête et de kilowattheure. Un kilowatt, c'est une puissance, donc une production ou une consommation instantanée à un temps T. Et un kilowattheure, c'est une énergie. C'est important de comprendre la différence entre une puissance et une énergie. Une énergie, c'est par rapport à une durée. C'est par exemple un radiateur de 100 watts qui a une puissance de 100 watts. Si on le fait marcher pendant 2 heures, ça nous fera 100 watts pendant 2 heures, donc 100 fois 2, 200 kilowattheures. Voilà, différence puissance-énergie. Et dans le photovoltaïque, on parle souvent de kilowatt-crête. Ça, c'est la puissance de l'installation photovoltaïque en conditions standards. En fait, il y a de nombreux éléments qui viennent changer la puissance instantanée d'un panneau solaire, d'un panneau photovoltaïque, notamment l'éclairement direct du soleil, mais aussi notamment la température. Et donc, pour nous aider à pouvoir comparer des installations les unes avec les autres, on parle de kilowatts-crête. Par exemple, si je vous dis que tel panneau il fait 400 kilowatts-crête, c'est que dans des conditions qu'on appelle standard, STC, 1000 watts par mètre carré et 25 degrés température ambiante en l'occurrence, il sortirait dans ces conditions STC 400 watts. Et dans la réalité, eh ben, les conditions STC, elles ne sont pas toujours atteintes. Parfois, il fait plus de 25 degrés, parfois, il fait moins de 25 degrés, parfois, le soleil est plus fort, parfois, le soleil est moins fort. Voilà, mais souvent les installateurs, ils vous diront, ah bah là, je peux vous mettre un 3 kW crête, un 6 kW crête, un 9 kW crête. C'est important de comprendre ça. C'est une unité qui est vraiment dédiée au photovoltaïque, le kilowatt crête. Donc pour vous donner quelques petits ordres de grandeur par rapport à ça, euh, si vous avez une surface disponible sur votre toit de 30 mètres carrés, vous pouvez mettre à peu près 15 panneaux. Alors avec les panneaux d'aujourd'hui, hein, parce que les panneaux sont de plus en plus grands. C'est une évolution des tendances industrielles du photovoltaïque. Ces 15 panneaux représentent une puissance d'environ 6 kilowatts crête. Et si on est aux alentours de Lyon et qu'on est bien orienté plein sud, 30 degrés, l'énergie qu'on va produire avec ces panneaux est d'environ 6600 kWh. Puissance kilowatt crête, l'énergie produite au cours de l'année, 6600 kWh. Le moyen mémotechnique, c'est en général autour de Lyon, 1 kilowatt crête, bien orienté, bien incliné, produit 1200 kWh par an. 1 kilowatt crête égale 1200 kWh par an. C'est un bon moyen mémotechnique. Les aides d'État. On nous demande souvent quelles sont les aides, est-ce que j'ai le droit à la prime, voilà, est-ce que j'ai le droit à la prime, notamment. Alors il faut savoir qu'il existe deux aides du gouvernement pour le photovoltaïque. Premièrement, c'est l'obligation d'achat. L'obligation d'achat, qu'est-ce que c'est? C'est la garantie, si vous respectez certaines caractéristiques, et normalement c'est l'installateur qui va faire que vous respectiez ces caractéristiques, de signer un contrat avec EDF Obligation d'achat qui dit que pendant 20 ans, EDF OA vous rachète la totalité de votre production, ou le surplus, on va le voir après, de votre production solaire à un tarif défini. Alors ça, c'est une aide, on a un peu de mal à comprendre pourquoi c'est une aide, mais il faut comprendre que les marchés de l'électricité, ils varient tout le temps. Parfois, ils peuvent être très bas, parfois, ils peuvent être très hauts, comme on l'a vu en 2022. Là, l'État va venir compenser la différence entre le marché de l'électricité et le prix avec lequel vous avez signé pendant 20 ans. Ça coûte cher à l'État, cette obligation d'achat. Et à côté de cette obligation, qui est via le contrat d'achat, vous avez la prime à l'autoconsommation. Là, c'est si vous valorisez votre énergie en autoconsommation, donc vous avez une prime d'investissement. Je vais vous donner les montants juste après. Attention, vraiment attention, ces aides d'État, donc la prime à l'autoconsommation et l'obligation d'achat, ne sont pas cumulables avec des aides à l'investissement local. Si vous avez une collectivité qui vous dit, bah, vous, pour une installation photovoltaïque, je vous donne 1000 euros par kilowatt crête, attention, si vous touchez ces 1000 euros par kilowatt crête, vous n'avez pas le droit de bénéficier de l'obligation d'achat et de la prime à l'autoconsommation. D'ailleurs, si vous avez euh, décidé de valoriser votre énergie avec un acteur privé, parce qu'il y a des acteurs privés qui font de l'achat de surplus, après, vous ne pouvez plus bénéficier de l'obligation d'achat. Il faut le savoir, l'obligation d'achat, c'est uniquement ça, et au début de l'installation, pas après, et pas cumulé avec d'autres aides. Donc, les primes à l'autoconsommation. Si vous avez une installation de 3 kilowatts crête, dont le prix, on va le revoir un petit peu après, mais aux alentours entre 6500 et 9000 euros, vous avez une aide de 6600 euros. 6 kilowatts crête, le prix aux alentours des 14 000 euros, on est à 9 600. En gros, cette prime, elle est toujours quand même moins, 9 600, 960, pardon. Cette prime, elle est toujours inférieure à 10% du prix de l'installation, et les primes ont tendance à diminuer en ce moment. Et ensuite, vous avez le tarif d'achat. Là, c'est le tarif auquel vous allez vendre vos kilowattheures à EDF-OA pendant 20 ans. Si vous êtes en vente de la totalité, le tarif est segmenté. Le tarif est segmenté, en fait. Plus vous avez une installation grande, plus le tarif sera normalement dégressif. Bon, en l'occurrence, là, entre 3 et 9, il est à 8,76. C'est pour une histoire
compliqué de calcul du tarif de coefficient de dégressivité. Mais normalement, plus l'installation est grande, moins elle vous a coûté cher au kilowatt crête, et donc moins vous avez besoin d'aide pour la rentabiliser. En fait, si vous voulez, ce tarif, il est dimensionné pour assurer ce qu'on appelle une rentabilité normale des capitaux. On ne veut pas que l'installation elle soit remboursée en 2 ans, mais on ne veut pas que l'installation elle soit remboursée en 30 ans non plus. On va revenir sur les prix et la rentabilité un peu après. Alors, une installation photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il y a les modules photovoltaïques, donc ça, c'est les panneaux que vous voyez. Mais après, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément capital, vous avez l'onduleur. L'onduleur, il va venir convertir le courant qui est en courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif pour le mettre sur le réseau. C'est très important, vos panneaux, ils ne marchent pas sans onduleur. C'est lui qui garantit leur fonctionnement. Et enfin, vous avez le réseau public de distribution d'électricité, hein, le réseau électrique. Une notion importante, c'est que savoir dans la plupart des cas, si le réseau ne marche plus, les panneaux déconnectent. Ça, c'est très important à savoir. Il y a en l'occurrence des onduleurs qu'on appelle backup qui existent, ou hybrides, qui eux coûtent considérablement plus cher, qui peuvent vous permettre d'avoir un ou deux circuits qui restent alimentés. Mais un onduleur classique, le réseau déconnecte. Pour protéger les techniciens Enedis, il va venir déconnecter les panneaux. On appelle ça le découplage. En fait, pour être sûr que vos panneaux ne mettent pas du courant sur le réseau et qui mettent en danger la vie d'un technicien qui sera en train de réparer le réseau. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, on va passer à l'évaluation du potentiel photovoltaïque. Donc, premièrement, comme l'a dit Jessica en introduction, le photovoltaïque n'est pertinent qu'installé sur un logement bien isolé. Ça, c'est très important. Peut-être que c'est un petit peu plus... le mot qui me vient à l'esprit, c'est sexy, mais c'est plus joli de mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit que refaire son isolation. Mais si on veut faire la transition, si on veut participer, d'abord, il faut isoler. Mettre des panneaux photovoltaïques sur une passoire thermique, ça ne sert à rien. Vraiment, ça, c'est important de le savoir. Ensuite, comment on évalue le potentiel de la toiture? Premièrement, on prend l'inclinaison et l'orientation. Une inclinaison et une orientation optimale, c'est 30 degrés plein sud, mais ce n'est pas parce que vous êtes sud-est et que vous êtes à 40 ou à 20 degrés que vous n'allez pas produire. Vous allez produire un petit peu moins, 10 à 15% en moins, mais ça reste tout à fait pertinent d'avoir une installation à 20-25 degrés sud-est. Vraiment aucun souci. Sur un mur plein nord, c'est pas pertinent. Pour évaluer votre potentiel photovoltaïque, vous avez de nombreuses communes ou collectivités qui ont ce qu'on appelle des cadastres solaires. Vous pouvez aller voir et ça peut vous donner le potentiel de votre toit. Là, vous avez une capture d'écran du cadastre de Lyon. Vous voyez, les toitures rouges sont donc des toitures qui ont un bon potentiel solaire et les toitures bleues, souvent orientées au nord, sont moins pertinentes pour mettre une installation photovoltaïque. Les points d'attention, ombrage et les ABF, c'est les architectes des bâtiments de France. Alors, premièrement, concernant les ombrages. Oui, quand il y a de l'ombre, les panneaux produisent moins. Donc, évidemment, si c'est une toiture qui est tout le temps à l'ombre d'un autre bâtiment, peut-être que ce ne sera pas pertinent de mettre un peu de photovoltaïque. Mais si vous avez un petit arbre devant votre installation et qu'il y a un petit peu d'ombre qui passe pendant la journée, oui, vous allez perdre de la production, mais c'est marginal. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas considérer le photovoltaïque. Et enfin, les zones soumises à la validation des architectes des bâtiments de France, les ABF, ça, comme l'a très bien dit Sylvain, quand on est à 500 mètres autour d'une installation qui est classée au patrimoine, eh ben, l'ABF a le droit de vie ou de mort sur le projet. Ils disent pas toujours non. C'est important d'anticiper le projet avec eux. Dès que vous voulez faire une installation photovoltaïque, commencez à échanger avec les ABF ou avec les CAUE. J'ai oublié ce que veut dire l'acronyme CAUE, mais c'est les associations de conseil en architecture locale qui sont en contact avec les ABF, qui seront très pertinents pour vous aider dans votre projet. Vraiment, si vous êtes en zone ABF, le projet n'est pas obligatoirement mort, mais contactez tout de suite votre ABF ou votre CAE pour en discuter avec lui, ou elle d'ailleurs. Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, si je ne m'abuse. Voilà, bravo, merci. C'est une association aussi et ils sont très compétents. Alors, les différents modèles économiques. Quand vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit, l'électricité, vous allez toujours la consommer vous. On dit que les électrons, ils sont flemmards. Physiquement, vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit, c'est la consommation dans la maison qui va primer pour les électrons. Mais après, de façon administrative, il y a plusieurs moyens de valoriser votre production. Il y a la vente de la totalité. Comme son nom l'indique, là, tous les kilowattheures produits sont vendus en totalité à EDF.
Ensuite, il y a l'autoconsommation avec la vente du surplus. Là, ça veut dire que administrativement parlant, vous allez autoconsommer une partie de la production et le surplus, vous allez le vendre. Ensuite, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de pubs, l'autoconsommation avec stockage virtuel. On va en parler après. Et l'autoconsommation totale. Là, vous vous engagez à ne pas injecter de kilowattheures sur le réseau. Donc, la vente de la totalité, si vous voyez mon écran, vous avez deux compteurs quand on est en vente de la totalité. Vous avez donc le compteur de consommation de la maison, normal, et votre installation photovoltaïque, elle, est sur un compteur séparé. Et Donc, physiquement, les électrons, si vous voulez, ils vont sortir par le compteur de production, et après, ils vont repasser dans le compteur de consommation. Donc, vous allez vendre votre production, et après, les électrons seront comptés dans le compteur de consommation sur votre facture d'électricité classique. La vente de la totalité, ça se faisait beaucoup avant. Maintenant, les tarifs en vente de la totalité ont beaucoup diminué. Au jour d'aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, si vous faites une installation photovoltaïque, vous allez très probablement valoriser votre production en autoconsommation avec vente du surplus. L'autoconsommation avec vente du surplus, qu'est-ce que c'est? C'est on a un seul compteur Linky et on va venir brancher les panneaux photovoltaïques avant ce compteur. Ça veut dire que les électrons, comme je vous ai dit avant, ils sont flemmards. Quand vous allez produire des kilowattheures, des électrons, ils vont aller directement dans les charges au plus proche, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer dans le compteur. En fait, ce qui vous permettra de comptabiliser la totalité de votre production, c'est l'onduleur, qui voit tous les kilowattheures qui sont passés par lui. Mais après, quand vous consommez de l'électricité en même temps que vos panneaux solaires produisent, ces électrons, ils vont passer dans aucun compteur, mais justement, au lieu de venir chercher des kilowattheures sur le réseau, les kilowattheures, ils vont venir de vos panneaux photovoltaïques et vous allez venir réduire votre facture d'électricité quand vous consommez en même temps que vous produisez. Si, par moment, et ça arrive dans la journée, vous produisez plus que vous consommez. Là, les électrons, ils vont passer par le compteur, et on va dire que vous allez injecter la production sur le réseau. Et cette injection, vous pouvez signer donc un contrat avec EDF Obligation d'achat qui viendra acheter ce surplus à un prix défini pendant 20 ans, comme je vous l'ai dit. Donc en autoconsommation avec vente de surplus, on valorise la production de deux moyens, économie sur la facture d'électricité via l'autoconsommation et vente du surplus. Alors quand on parle d'autoconsommation, on parle souvent de taux d'autoconsommation. Attention, le taux d'autoconsommation n'est pas le taux d'autoproduction. Si un installateur un peu véreux vient vous dire, vous allez avoir un taux d'autoconsommation de 40%, ça veut dire que vous allez réduire votre facture de 40%, c'est faux. Le taux d'autoconsommation, c'est la part de la production photovoltaïque que vous allez utiliser. Mais la production photovoltaïque, elle est que en journée. La nuit, vous consommez de l'énergie aussi, en fait. Donc, vous pouvez consommer 40% de votre production photovoltaïque. Vous avez de l'énergie en plus à venir, à venir chercher sur le réseau. Et en fait, la part que vous utilisez de l'autoproduction, c'est vraiment la part de la production photovoltaïque utilisée et par rapport, le taux d'autoproduction par rapport à la consommation totale du logement. Et là, en général, ce taux d'autoproduction est beaucoup plus faible que le taux d'autoconsommation, puisque vous consommez la nuit ou le matin quand les panneaux ne produisent pas. Ça, c'est très important, cette différence. Taux d'autoconsommation, c'est l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques utilisée. Taux d'autoproduction, c'est vraiment l'énergie déduite de la facture d'électricité totale. Facture d'électricité totale, ça veut dire sur les 24 heures de la journée, potentiellement quand les panneaux photovoltaïques ne produisent pas. Très important de comprendre ça. Vous avez aussi ensuite l'autoconsommation avec stockage virtuel. Donc là, l'autoconsommation, je vous ai déjà expliqué comment ça marche. Vous venez autoconsommer votre production. Et il y a des opérateurs tiers, donc des entreprises privées, ça c'est vraiment pas dans le cadre de l'obligation d'achat, qui proposent ce qu'on appelle une batterie virtuelle. Ça veut dire que les kilowattheures que vous aurez mis sur le réseau, ensuite, quand vous les consommez chez vous, ils sont déduits de votre facture. Alors attention, vraiment attention. Déjà, ça veut dire que pour faire ça, vous devez être chez cette entreprise qui propose la batterie virtuelle pour votre consommation d'électricité aussi. Puisque ce surplus qui est dans la batterie virtuelle, après, ils le déduisent de votre facture. Donc, ça veut dire il faut que ce soit eux qui émettent la facture, donc que ce soit aussi votre fournisseur d'énergie. Vous ne pouvez pas avoir Enercop comme fournisseur d'énergie et avoir une batterie virtuelle à côté. Ça, c'est physiquement pas, enfin, c'est contractuellement pas possible. Et ensuite, attention, on dit économie sur la facture d'électricité, vous ne payez pas le kilowattheure.
dans de très nombreuses offres, vous payez quand même les taxes d'utilisation du réseau qui sont de 4 à 6 centimes environ par kilowattheure. Donc vous ne payez pas rien, ce kilowattheure, vous, vous payez les taxes d'utilisation du réseau. Il est pas gratuit parce qu'il a été stocké dans la batterie virtuelle. Et ensuite, cette batterie virtuelle, en général, il y a des frais d'accès pour la mettre en place et il y a un abonnement mensuel à, à payer aussi. Tout ça pour vous dire que dans certains cas, le stockage virtuel peut être pertinent automatiquement, mais pas tout le temps en fait. Il faut faire des petits calculs de rentabilité économique, il faut se faire un petit Excel pour être sûr de sa rentabilité sur le long terme. Évidemment, la rentabilité dépendra, comme pour l'autoconsommation avec vente du surplus, du taux d'autoconsommation de la maison. Plus vous autoconsommez, plus vous savez ce que vous réduisez de votre facture. Et enfin, l'autoconsommation totale, là, vous faites seulement des économies sur le prix de l'électricité en réduisant votre facture, mais vous ne valorisez pas le surplus. Même parfois, on peut dire autoconsommation totale avec cession du surplus, c'est-à-dire que là, vous injectez du surplus sur le réseau, mais vous le cédez à Enedis. Ça, c'est seulement pour les installations qui sont inférieures à 3 kW crête. Et sinon, vous avez l'autoconsommation totale, dite sans injection. Là, vraiment, vous vous engagez à ne pas renvoyer d'électricité sur le réseau électrique. Et ça, c'est votre onduleur. Vous venez en même fait calculer la consommation du logement et votre onduleur bride les panneaux pour ne jamais produire plus que la consommation et vous n'injectez jamais d'énergie sur le réseau. Voilà pour les différents modes de valorisation de votre production photovoltaïque. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment lancer votre projet pour arriver à une installation de qualité et dans des tarifs normaux. Alors, la première chose que je dis tout le temps, c'est qu'il est urgent d'attendre. Comment réussir son projet photovoltaïque? C'est en prenant son temps. Vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas besoin de courir pour le faire. Il faut prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux artisans qui sont très compétents dans le photovoltaïque, mais il y a certains installateurs qui pratiquent des prix hors marché, qui font des installations pas de qualité. Voilà, des arnaques au photovoltaïque, ça existe. C'est minoritaire, hein. Après avoir suivi ce webinaire, j'ai absolument aucun doute sur le fait que vous pourrez faire une bonne installation, mais prenez votre temps, il y a certains points d'attention qu'il ne faut pas négliger. Premier point, si on vous démarche, vous pouvez remercier le commercial poliment et lui dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Les bons artisans photovoltaïques, leur carnet de commande, il est plein pendant un an. Ils n'ont pas besoin de faire de démarchage. Ça, c'est très important. Que ce soit téléphonique, moi, je me fais appeler tout le temps pour me vendre des panneaux solaires et ils racontent n'importe quoi au téléphone. Peut-être que vous aussi, si vous avez fait quelques recherches sur Internet. Et si c'est aussi du démarchage, si le commercial vient vous voir avec sa petite camionnette, vous pouvez lui dire non merci monsieur, allez voir quelqu'un d'autre. Une bonne façon d'avoir des installateurs compétents, c'est de demander si vous avez des connaissances, des amis, des voisins qui ont une installation photovoltaïque, demandez-leur leur retour d'expérience, qu'ils ont été satisfaits de leur installateur. Et si oui, vous pouvez le faire venir, mais vous en faites aussi venir d'autres. Nous, on recommande de faire de 3, allez voir 2, 3 à 4 devis et pouvoir les comparer. Et justement, comment on compare des devis? Comment lire un devis? Alors, premièrement, il faut que soit bien indiqué la puissance crête, donc en kilowatts crête, je vous l'ai expliqué avant, et le productible, ça, c'est les kilowattheures qu'on pense que l'installation va produire enfin, qu'on modélise que l'installation va produire pendant un an. Un autre point d'attention qui est assez récurrent, c'est comment est explicité le matériel qui va être utilisé. Est-ce qu'il est détaillé? Par exemple, si on vous dit simplement pose d'un kit photovoltaïque 3, 6, 9 kW crête, ça, c'est un peu léger. Alors que si on vous détaille le nombre de modules avec leur puissance, l'onduleur, là, c'est un devis qui nous paraît plus pertinent. Ensuite, très important, quand l'installateur il vous donne son devis, vous voulez son attestation d'assurance décennale, qui va avec la responsabilité civile, et on veut être sûr que ça correspond au matériel indiqué. Ça, c'est très important d'être assuré. Quand vous faites une installation photovoltaïque, comme dans le bâtiment, c'est du bâtiment d'ailleurs, vous avez une assurance décennale de 10 ans. Ça veut dire que s'il y a des défauts pendant 10 ans, c'est l'assurance de l'installateur qui va, qui va prendre. Voilà. Ensuite, très important aussi, le numéro de qualification professionnelle. Ça, il y a plusieurs qualifications qui peuvent être délivrées par Quali-TENR, Qualifelec ou Qualibat. Ça, c'est très important. Et le numéro, vous allez le vérifier sur le site de l'organisme de qualification. Parce que si l'installateur qui vient vous voir n'est pas qualifié, vous n'aurez pas le droit à l'obligation d'achat. Très, très important. Vous voulez voir avec lui qu'il soit qualifié et qu'il soit RGE. S'il n'est pas qualifié, pas RGE, vous n'aurez pas le droit à l'obligation d'achat. Et ensuite, dernier point, est-ce que le devis précise, au moins vous voyez ça oralement avec l'installateur, mais c'est mieux de le mettre dans le devis, que les démarches administratives sont réalisées. Certaines personnes veulent réaliser eux-mêmes les démarches administratives. On va en parler un petit peu après, c'est fastidieux.
C'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est à l'installateur de faire ces démarches administratives. Ça se fait dans la, pardon, dans la majorité des installations. Voilà pour les points d'attention du devis. Alors, maintenant, on arrive à un point qui vous intéresse sûrement beaucoup, c'est le prix juste ou le juste prix d'une installation. Ça varie. Là, je vous donne les fourchettes de prix qui sont pour nous convenables. Par exemple, je vous dis ici qu'un 3 kW crête, ça va de 6 500 à 9 000 euros. Ça ne veut pas dire que 9 000 euros, c'est un bon prix. Justement, 9 000 euros, c'est la fin d'un prix qui, pour nous, nous paraît acceptable. Si on propose un 3 kW crête à 15 000 euros, là, c'est au revoir, monsieur, merci, vous aurez arnaqué quelqu'un d'autre, mais pas moi. C'est très important. Par contre, si on vous propose un 6 kW crête à 15 000, 14 500 euros, on est dans la limite de l'acceptable, vous rentabiliserez l'installation. Et enfin, pour le 9 kW crête, donc là on est de 20 à 25 panneaux, ça commence à faire une belle installation, on va de 16 000 à 18 500 euros. La rentabilité, en général, on dit qu'une installation est rentabilisée entre 10 à 15 ans, parfois un petit peu moins de 10 dans les cas les plus favorables. Cette rentabilité, elle est fortement impactée par le taux d'autoconsommation. Donc, en fait, quand vous autoconsommez votre kilowattheure, si votre prix de fourniture de l'énergie, vous êtes à 25 centimes du kilowattheure, quand vous consommez de l'énergie, vous valorisez beaucoup mieux l'autoconsommation que le kilowattheure que vous injectez sur le réseau en surplus. On a dit tout à l'heure, le surplus, c'est environ 12 et des broutilles, il me semble, centimes par kilowatt crête. Donc, c'est plus avantageux d'autoconsommer ce kilowattheure. Attention, parce que souvent, on veut maximiser son taux d'autoconsommation, mais pour avoir un taux d'autoconsommation de 100, mais en fait, il faut mettre un seul panneau. Donc, si vouloir maximiser son taux d'autoconsommation, ça peut nous amener à vouloir réduire la taille de notre installation. Attention, parce qu'une installation, plus elle est grande, moins elle est chère au kilowatt crête, donc il faut trouver l'équilibre entre maximiser l'autoconsommation, mais faire une installation suffisante. Si vous avez un beau toit bien grand avec d'au moins 50 ou 60 mètres carrés et la capacité d'investissement qui va avec et que vous mettez qu'un 3 kg, c'est un petit peu dommage. Une installation, on l'a fait pour des gains économiques, ce que je comprends, mais on l'a fait aussi pour participer à la transition. Et cette transition, eh ben, il faut installer du PV. Donc pourquoi se limiter à 3 kilos quand on peut en mettre 9? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Et sachant que sur le long terme, la rentabilité va aussi être vachement impactée par l'évolution du prix de l'électricité. Donc là, actuellement, nous avons environ 25 centimes. Si dans 5 ans, le prix de l'électricité a beaucoup augmenté, vous allez beaucoup plus valoriser vos kilowattheures autoconsommés. En général, ce qu'on a constaté dans les 20-30 dernières années, c'est que le prix de l'électricité augmente de 3% par an. Mais on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que ça va être comme en 2022 où il va augmenter encore énormément d'un coup ou pas? Ça, on ne peut pas vous le dire. C'est pour ça que c'est très difficile de prédire la rentabilité d'une installation en autoconsommation parce que vous passez d'une évolution du prix de l'électricité de 3 à 5% par an, la rentabilité, elle est diamétrale, elle est totalement changée. Voilà, alors sachant ça, une fois que vous avez demandé à vos connaissances des installateurs, que vous avez fait 3 à 4 devis, bah, nous, on a mis en ligne un outil qui s'appelle Évaluer mon devis, où vous pouvez rentrer la puissance de l'installation, son prix, le taux d'autoconsommation estimé, et on va le voir juste après, on fait des petits tableaux des taux d'autoconsommation constatés slash estimés. Et vous pouvez jouer un petit peu avec justement l'évolution du prix de l'électricité que vous imaginez dans les 10 prochaines années. Et avec ça, nous, on vous fait des courbes de rentabilité du panneau et vous voyez quand est-ce que quand vous passez le zéro, ça veut dire que là, c'est en combien de temps que vous avez rentabilisé votre centrale photovoltaïque. Par exemple, sur l'exemple que vous voyez là, je ne sais plus combien de kilowatts crête on avait mis à quel prix, l'installation, elle est rentabilisée au bout de 9 ans, à peu près. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails des taux de consommation. Enfin, on peut un petit peu, voilà, si un installateur vient vous proposer un 6 kW crête et vous dit vous allez avoir 90% d'autoconsommation, merci monsieur, au revoir, la porte elle est là. C'est pas possible. À moins que vous soyez vraiment un industriel électro-intensif, comme on dit, que vous avez des fours industriels qui marchent toute la journée. Là, vous allez avoir 100% d'autoconsommation. Mais si vous avez un profil de consommation résidentielle classique, faites attention au taux d'autoconsommation. Vous pouvez aller voir sur Évaluer mon devis ce qu'on a constaté dans les taux d'autoconsommation réels. Alors, suivre la réalisation du projet. Là, je vais vous montrer un peu les étapes du projet, sachant que pour moi, si vous êtes dans les mains d'un installateur qui est compétent et honnête, ce que je vais vous présenter là, c'est lui qui va le faire et il n'y a pas de souci. C'est important pour vous de comprendre exactement quelles sont ces étapes. Mais si ce professionnel, il connaît son métier et il est honnête, pas de souci, là je vous donne que de l'informatif. Et que vous avez vu avec lui pour qu'il vous fasse les démarches. Mais en général, les professionnels compétents,
font les démarches en même temps qu'ils posent les panneaux. Comme ça, c'est plus simple pour eux. Les trois grandes étapes des démarches, c'est premièrement la déclaration d'urbanisme, en fait, la déclaration préalable qui se fait auprès de la mairie. C'est voilà, vous dites, vous déclarez à la mairie que vous allez mettre des panneaux solaires. Pardon. Attention, si vous êtes en zone ABF, comme Sylvain vous l'a dit et comme on l'a revu dans ce diaporama, excusez-moi, c'est soumis à validation de l'ABF et dans ce cas-là, avant de faire la déclaration préalable, rentrez en contact avec votre ABF ou votre CAUE pour commencer à négocier un peu le terrain d'entente là-dessus. Voilà pour ça. Ensuite, la demande de raccordement qui se fait auprès du gestionnaire de réseau de distribution, donc Enedis. Attention, Enedis n'est pas fournisseur d'énergie. Enedis gère le réseau. C'est Enedis qui s'occupe du réseau électrique, qui s'assure qu'on ait tous de l'électricité chez soi. Hum, Attention, à partir d'une certaine taille d'installation, peut-être qu'il faudra passer votre compte, si vous êtes en autoconsommation, peut-être qu'il faudra passer votre compteur en triphasé. En l'occurrence, c'est quand l'installation, le compteur fait plus de 6 kVA, donc en gros une installation de plus de 7 ou 8 kW crête. Là, il faut potentiellement passer en triphasé. Ça peut avoir des coûts si vous n'êtes pas déjà en triphasé. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre déclaration en mairie, votre demande de raccordement, vous allez pouvoir signer votre contrat d'achat. Il n'y a pas de demande à faire auprès de DFOA pour avoir le contrat d'achat. C'est quand vous faites votre demande de raccordement et qu'elle est validée par Enedis, ils transmettent directement votre dossier à DFOA. Euh, et on va voir après pour la procédure de signature du contrat. Les documents très importants et obligatoires à récupérer, vous ne signez pas l'attestation de fin de chantier si vous n'avez pas ces documents. C'est l'attestation consuelle et l'attestation de conformité sur l'honneur. L'attestation consuelle, qu'est-ce que c'est? Le consuel, en fait, c'est une association nationale qui valide la conformité électrique de toutes les installations électriques. Voilà. Et donc, il valide évidemment la conformité des installations photovoltaïques. L'installateur, il a ce qu'on appelle un document d'aide, enfin, un formulaire à remplir pour le consuel. Parfois, le consuel se déplace pour venir vérifier l'installation, parfois non. Donc, pas d'inquiétude s'il vous donne l'attestation en disant ça a été validé par le consuel et que personne ne s'est déplacé. C'est tout à fait normal. Et si le consuel vient, eh ben, vous aurez eu une visite en direct du consuel. Ça, c'est très important, ça vient valider la conformité électrique de l'installation. Et ensuite, vous avez une attestation aussi de conformité sur l'honneur. Ça, c'est une autre façon de valider que l'installation est conforme, qui doit être signée par l'installateur et par vous. Et ça, EDFOA le demande pour la signature du contrat. Donc, c'est très important de l'avoir. C'est un grand classique des arnaqueurs qui existent, comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y en a dans le photovoltaïque. Ils font l'installation, ils la font payer très cher, par exemple 30 000 euros pour un 3 kg, ça existe. Et avec, ils vendent un crédit très élevé. Et ils ne donnent pas l'attestation sur l'honneur. Et donc là, si on n'a pas l'attestation sur l'honneur, on ne peut pas signer notre contrat d'obligation d'achat. D'ailleurs, un autre point que je ne vous ai pas dit avant, qui est important, il y a des installateurs qui proposent des solutions de financement en même temps que leur installation photovoltaïque. Il n'y a pas de crédit particulier au photovoltaïque qui existe. Le photovoltaïque n'est pas éligible à l'éco-PTZ. Donc, dans la plupart des cas, si vous voulez utiliser un crédit pour financer votre installation photovoltaïque, ce sera un crédit à la consommation. Voyez votre banque pour faire ça avec eux, plutôt qu'avec l'organisme que vous présentera l'installateur. Vous aurez probablement, pas dans tous les cas, des taux qui vous seront plus favorables. Voilà, donc pour redire ces documents obligatoires, attestation consuelle, attestation de conformité sur l'honneur, si vous ne les avez pas, vous ne signez pas l'attestation de fin de chantier. La signature du contrat d'achat, comme je vous l'ai dit, c'est la demande de raccord, c'est Enedis qui transmet votre dossier à EDFOA. Et une fois que EDFOA a reçu votre dossier, ils vont vous envoyer un email pour vous dire vous pouvez vous connecter sur votre espace EDFOA. Euh, Ne vous inquiétez pas si au moment de la mise en service, donc quand l'installateur vous dit c'est bon, l'installation, elle injecte sur le réseau et ça a été validé par Enedis, vous n'avez pas encore signé le contrat d'achat, le contrat d'achat. EDFOA a du retard pour émettre les contrats d'achat qui peut aller jusqu'à plusieurs mois, 5, 6 mois. Je crois que ça va un petit peu mieux en ce moment. Mais tous les kilowattheures qui sont comptés comme injectés sur le réseau à partir de la mise en service vous seront payés à un moment. Donc, si l'installateur dit oui, c'est bon, ça injecte, et vous êtes là, mais non, j'ai pas signé le contrat d'achat, pas d'inquiétude, quand vous le signerez, ce sera rétroactif et vous serez rémunéré sur ces kilowattheures. Savoir que la prime autoconsommation est versée lors du paiement de la première année de fonctionnement de la centrale. Donc, pareil, ça aussi, si 5 mois après la mise en service, vous n'avez pas encore eu votre prime à l'autoconsommation, pas d'inquiétude, ça arrivera avec la facturation de la production. Alors, un petit point sur l'exploitation de l'installation. C'est important de contrôler le fonctionnement régulier de l'installation. Donc ça, vous avez plusieurs moyens de contrôler la production continue. Sur le compteur Linky, vous pouvez voir les kilowattheures qui ont été injectés.
Vous pouvez le voir aussi sur l'onduleur. Et maintenant, les onduleurs font de plus en plus des applications mobiles. Ils ont ce qu'on appelle une passerelle. Donc, l'onduleur est connecté sur Internet. Et là, vous avez directement sur votre téléphone, vous pouvez voir votre production et parfois votre consommation si vous ajoutez un compteur de consommation en direct pour votre installation photovoltaïque. Je vous le dis, si vous faites votre installation, après, quand on a l'installation, on est tout le temps à checker son téléphone pour voir combien je produis et vous serez très content de montrer à vos amis et à votre famille, regardez, en ce moment, je produis ce que je consomme. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais je vous promets que moi, on montre souvent ce qu'on est en train de produire sur son toit. Et en même temps, c'est génial de produire sa propre énergie. On parle d'AMAP pour consommer ses légumes locaux. Pourquoi pas le faire avec son énergie locale? Je serais très content de vous voir très enthousiaste avec votre propre production. Donc ça, c'est les relevés de production, contrôle de la production. Et ensuite, c'est important de faire des contrôles visuels. Donc là, vous n'êtes pas électricien, hein. Je ne vous demande pas de toucher à votre installation. Juste, vous allez voir, vous regardez l'onduleur, vous regardez les tableaux électriques. Et s'il y a la moindre trace de brûlure. Ça peut arriver, hein, une installation électrique, une installation photovoltaïque, c'est de l'électricité puissante. Très rarement, il y a des incendies avec le photovoltaïque, il faut le dire. Le risque zéro n'existe pas. Et là, on est sur des puissances qui peuvent faire des incendies, ça arrive, mais c'est très très rare. Mais pour cette sécurité, voilà, vous contrôlez, vous regardez, et si vous avez la moindre trace de brûlure, il y a un arrêt, vous déconnectez et vous appelez l'installateur et vous lui dites, vous venez dans la semaine tout de suite ou même dans le quart d'heure pour venir contrôler mon installation. Voilà pour ça. Ensuite, voilà, optimiser l'autoconsommation. Je vous ai mis ça un peu à la fin. Comme je vous avais dit, les kilowattheures autoconsommés sont mieux valorisés que le surplus. Mais attention à ne pas vouloir avoir que le meilleur taux d'autoconsommation et à faire une installation trop petite par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, comment optimiser, pardon, le taux d'autoconsommation? Premièrement, décaler les consommations. En France, historiquement, les heures creuses sont la nuit pour compenser la surproduction du nucléaire. Donc, on a l'habitude de faire ces machines à laver ou la vaisselle la nuit. Et ben, quand on est en installation photovoltaïque, on veut faire les machines quand les panneaux produisent le plus, donc à midi, à 14 heures, à 16 heures, par une belle journée ensoleillée. Vous pouvez aussi contrôler le ballon d'eau chaude, pareil, pour qu'il s'active en journée quand il y a une installation, quand il y a une production photovoltaïque. Et il existe aussi ce qu'on appelle des box autoconsommation qui disent que justement, elles vont vous permettre de déclencher votre machine à laver quand il y a de la production, de remettre le surplus de production dans le ballon d'eau chaude. Ça peut être pertinent pour optimiser son taux d'autoconsommation. Euh, Attention, une box autoconsommation à 500 euros, je ne pense pas que vous allez la rentabiliser facilement. Donc, un petit accessoire, oui, c'est pertinent. Pareil, c'est compliqué de définir la rentabilité d'une box autoconsommation parce que ça dépend de ce qu'on va produire, de quand est-ce qu'on consomme. Mais je mets un petit warning là-dessus, ça peut être pertinent, pas tout le temps. J'arrive au bout de ma présentation. Voilà. Je voulais juste vous dire qu'en 2025, Espul, on a prévu plusieurs actions à destination des particuliers sur la métropole de Lyon. Si vous voulez être tenu au courant de ces actions, dans le questionnaire que vous allez recevoir après ce webinaire que va vous envoyer Jessica, vous aurez une petite case à cocher, oui, non, si vous souhaitez être contacté. Et si vous mettez oui, eh ben, normalement, dans l'année 2025, vous aurez le plaisir d'être invité à des webinaires, voire même peut-être à des événements physiques pour qu'on vous conseille sur vos installations photovoltaïques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Ah, Jessica a déjà écrit toutes les questions. Du coup, je fais remonter les questions que vous avez mises dans le chat et je me suis permis d'en regrouper parce que vous étiez parfois nombreux à poser la même question ou sur la même thématique. Première question, micro-onduleur, Ouais, bah onduleur oui, classique, centralisé. très bonne idée. Alors, euh, les micro-onduleurs sont un petit peu plus chers que les onduleurs centraux. En fait, le micro-onduleur est intéressant quand vous avez un petit peu d'ombrage. Parce que le micro-onduleur, il va permettre que chaque panneau soit toujours à son potentiel de production maximum. Donc, si vous avez une toiture vraiment sans ombrage, restez sur un onduleur centralisé. Si vous avez un petit peu d'ombrage qui passe sur votre toiture, là, c'est intéressant d'avoir le micro-onduleur qui sera toujours optimisé chaque panneau. Les micro-onduleurs sont un petit peu plus chers et en termes de maintenance aussi, si vous avez un problème sur un micro-onduleur, eh ben, il faut monter sur le toit, démonter les panneaux et changer le micro-onduleur. C'est moins pratique que l'onduleur central qui, lui, est chez vous dans un local technique où vous pouvez le changer directement. Et il existe aussi des optimiseurs de Les panneaux, optimiseurs, en plus onduleur centralisé avec optimiseur de optimiseurs, panneaux. oui, c'est intéressant. Bah, alors pareil, si l'optimiseur tombe en panne, comment on fait? Mhm. Mais l'optimiseur, si c'est pas un surcoût énorme par rapport à un onduleur centralisé, ça peut être pertinent. Merci. En termes d'assurance, s'il y a un incendie, comment c'est couvert? Est-ce que les pompiers interviennent? Il paraît que non.
Ça dépend des doctrines du SDIS. Chaque SDIS, donc SDIS, c'est les services de secours des pompiers par région, ont des doctrines différentes selon les régions. En général, les pompiers interviennent quand même. Ça dépend des SDIS, mais normalement, il n'y a pas de souci là-dessus, les pompiers interviennent. Et concernant les assurances, il faut le déclarer à l'assurance. Certaines assurances font des primes en plus, d'autres non. Mais normalement, vous n'avez pas de souci. Voilà, ça peut valoir le coup quand même avant de faire une installation, de contacter tout de suite son assurance pour être sûr qu'ils acceptent que vous ayez une installation photovoltaïque. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Merci. Il existe des panneaux français? Oui, il existe des panneaux français. Alors, les derniers à le faire, c'est... Je peux citer des marques? Ah oui, oui. Oui. Alors, les derniers panneau le plus vraiment assemblé en France, c'est Voltec Solar. Il y a deux projets qui s'appellent Carbone et Holosolis pour faire ce qu'on appelle des gigafactories de panneaux en France, qui ne sont pas encore sortis, mais on espère qu'ils vont commencer à produire en 2026 ou 2027. Avant, il y avait plus de marques françaises que ça. Dualson est une marque française, mais il y a moins de part de pourcentage de la manufacture qui est faite en France que, que Voltec Solar. Donc voilà, les derniers, les plus français qui existent, c'est Voltec et Photowatt. Photowatt, je ne sais plus s'ils font encore de la vente de panneaux directs. Merci. Si je continue dans l'ordre des questions, eh ben, production française, impact carbone d'un panneau solaire au vu d'une production d'électricité nucléaire. Ah, ça c'est une bonne question. Alors c'est l'impact carbone du panneau solaire est très compliqué à calculer si vous voulez, parce que ça dépend à quelle énergie vient se substituer le panneau, l'énergie photovoltaïque. Donc en France, oui, on a beaucoup de nucléaire, mais en l'occurrence à côté, on a quand même pour faire les pointes des centrales, alors qu'on n'a plus de centrales charbon, mais on a des centrales à gaz. Et calculer l'impact carbone du panneau photovoltaïque, ça veut dire que d'abord il faut prendre l'impact carbone de production, donc ça dépend du pays de production. Je vous l'accorde que dans malheureusement 90% des cas, les panneaux photovoltaïques, enfin, malheureusement, oui, les panneaux photovoltaïques sont faits en Chine. À savoir qu'en termes économiques, les panneaux ne représentent que 20 à 30% du coût économique d'un projet. Et même ça, c'est que pour l'installation. Après, dans le coût de vie du projet, le panneau, c'est marginal. Donc oui, il y a un petit peu d'argent qui revient à l'industrie chinoise. C'est comme ça, ils sont meilleurs que nous, mais tout l'argent du projet ne va pas en Chine, ça c'est sûr. Et calculer l'impact carbone par rapport au nucléaire d'un panneau photovoltaïque, c'est vraiment compliqué, ça dépend de la substitution. Je pourrais pas m'engager là-dessus. Merci. Est-ce que tu peux... Alors, on a une question sur les formules tempo, je sais pas le dire. Les Tempo, heures ah, creuses. Les heures ok. creuses. Et en fait, la question, c'était est-ce que c'est compatible avec des forfaits heures creuses, en sachant que l'heure creuse est à 13 centimes. Du coup, ça compromet la rentabilité de l'installation, puisqu'en fait, on ne se substitue pas à une énergie qui vaut 25 centimes. Forcément, le temps de retour est plus long. Il faut faire le tableau Excel, donc oui, c'est sûr que si vous êtes en tempo et que vous avez parfois... Après, je ne sais pas quand sont les heures à 13 centimes en tempo. Ça Si dépend à de la 14 qualité. heures, vous êtes à 13 centimes et pas à 25, oui, peut-être que la rentabilité sera un petit peu plus longue. Enfin, un petit peu, oui, un petit peu plus longue que si vous êtes en classique tarif normal ou en heure pleine, heure creuse classique. On prend encore deux ou trois questions pour finir à maximum 19h45, donc dans 5 minutes. Longévité des panneaux. 30 à 40 ans. Pas de souci là-dessus. Les panneaux photovoltaïques, c'est vraiment, ça tient dans le temps. Ce que vous pouvez avoir, c'est l'onduleur. L'onduleur a une durée de vie un peu plus courte, aux alentours de 15 ans. Donc peut-être que sur la fin d'exploitation de l'installation, dans le cadre du contrat d'achat, hein, comme je vous ai dit, des panneaux, ça a 30 à 40 ans de durée de vie. Peut-être qu'au bout de 15 ans, il faudra changer l'onduleur. C'est possible. Une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est quelle différence de prix si on installe soi-même? Et je rajoute, pour que tu puisses le dire, aide financière. Si tu installes toi-même tes panneaux. Oui, alors pas d'aide financière si tu installes toi-même tes panneaux, pas d'obligation d'achat, pas de prime. C'est sûr que si on installe soi-même ces panneaux, ça coûte moins cher que passer par un installateur. Dans une installation photovoltaïque, ce qui coûte cher, c'est notamment la main-d'œuvre. Donc une installation, ce qu'on appelle une auto-installation, coûte moins cher. Encore une fois, attention, l'auto-installation, on la recommande pour les gens qui savent ce qu'ils font. C'est de l'électricité, il y a de la puissance. Déjà, vous attaquez l'étanchéité de la maison potentiellement, puis vous avez un risque électrique si vous faites mal les choses. Donc, il y a des gens qui le font, ça se fait, mais vraiment, faites-le en connaissance de cause et en sachant ce que vous faites.
Et le consul, il passe dans ces cas-là? Oui, c'est très important que le consensuel passe. Si le consensuel passe pas, bah, si vous avez un incendie, votre assurance, elle vous dira, ah bah vous avez mis des panneaux solaires, mais le consensuel n'est pas passé, bah on ne payera rien. Ok. Qu'est-ce qu'on pense des bifaces? Ça se fait de plus en plus. Alors ça, c'est une très bonne question, j'aurais pu le dire. Si sur une toiture normale, on vous dit de mettre des bifaces, là vous allez dire, mais le biface, ça sert à rien, derrière mes panneaux, ils vont rien produire. Et vous aurez raison, mais actuellement, toute l'industrie est en train de passer sur des panneaux bifaces. Donc c'est de plus en plus normal que votre installateur puisse avoir des panneaux bifaces moins chers que des panneaux monofaces. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Est-ce qu'il existe des capteurs PV esthétiques, des tuiles solaires, des panneaux Alors, rouges? l'esthétisme, c'est subjectif. Moi, personnellement, j'adore avoir une belle installation photovoltaïque sur un toit. Je trouve que c'est le futur. Ma génération, on a un peu les chocottes pour la suite. Et quand on voit ça, on se dit que peut-être on va y arriver. Mais si votre définition de l'esthétisme, et je la respecte totalement, c'est des tuiles ou des panneaux rouges, oui, ça existe. Notamment Voltex Solar fait, euh, fait des panneaux rouges. C'est même les seuls à le faire parce que c'est une spécificité française de vouloir des panneaux rouges. Et des tuiles solaires existent aussi. Je mets une attention sur les business plans avec ces panneaux et ces tuiles qui coûtent quand même beaucoup plus cher. Ça ne veut pas dire que l'installation ne sera pas rentabilisée, mais vous allez quand même dégrader un petit peu votre temps de retour sur investissement, ça c'est sûr. Est-ce que quand on met une installation photovoltaïque, c'est obligé d'avoir un compteur Linky? Sauf pour les kits solaires. Oui, oui, parce que quand vous faites une installation photovoltaïque, il faut la déclarer à Enedis, comme je vous l'ai dit, et Enedis voudra que vous ayez un compteur Linky pour la déclarer. Donc oui, Bah, dans le cas des kits solaires, non? Kits solaires, oui, un peu. théoriquement, il faudrait. Ok. Quel entretien, nettoyage des surfaces des panneaux? Si les panneaux sont inclinés, normalement, la pluie vient nettoyer les panneaux, hein. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas de pluie pendant 4 mois, on pourrait imaginer un peu de nettoyage. Mais si vous avez vraiment des panneaux plats sur une toiture plate, là, un peu de nettoyage, ça peut faire pas de mal. Mais sinon, il n'y a pas de gros soucis. Il n'y a pas de nécessité à nettoyer tous les 6 mois, par exemple. Non. Ok. Est-ce une VMC, une sortie de VMC à proximité d'un panneau solaire peut engendrer enfin, qui du coup dégage de l'humidité, peut endommager les panneaux, peut compromettre l'installation? Je ne m'engagerai pas là-dessus. Après, les panneaux photovoltaïques sont faits pour être résistants, comme je l'ai dit, pendant 30 à 40 ans. Donc, théoriquement, pas de souci. Après, ce cas spécifique-là, je ne l'ai jamais traité, donc je ne m'engage pas. Ben, c'est vrai que moi je me dirais ça résiste à la grêle, ça résiste à du brouillard, ça résiste à la pluie, Oui, donc ça normalement, résiste à la chaleur, donc je pense pas que ce pas de soit souci. compromettant. Hum. Ben, j'ai l'impression qu'au niveau des questions, on est pas mal. On est pas mal. Alors, j'en vois une. Vitrage photovoltaïque, je regarde un peu. Vas-y. Vitrage photovoltaïque, moi j'ai tendance à dire on a plein de toitures à solariser. Ça coûte beaucoup moins cher que le vitrage. Je ne connais pas combien ça coûte du vitrage photovoltaïque, mais c'est sûr pour des questions de volume de production, ça coûte, je ne vais pas m'engager, mais je dirais des dizaines de fois plus que du photovoltaïque normal. Donc, quand on aura solarisé toutes les toitures, là, on verra pour le vitrage photovoltaïque, mais pour l'instant, j'y crois pas plus que ça. Ah, Voilà, sachant qu'ils sont déjà sur le marché, hein, puisque ça, on en voit, vous en avez à la confluence quelques bâtiments qui sont équipés, mais forcément, si le but c'est de laisser passer une partie de la lumière, bah forcément, ça va produire moins à surface équivalente, quoi. Mais il y a pas mal de possibilités d'intégration. Vous en trouvez en ombrière, vous en trouvez, enfin voilà, vous en trouvez en protection solaire. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'intégrations possibles. C'est la, c'est la modularité du photovoltaïque qui est géniale d'ailleurs. Euh, on arrive à terme. ok, on arrive à terme. Très bien. Alors moi, Et juste une question que je voudrais te poser, puis un petit retour d'expérience. Donc moi, je suis équipé à titre perso depuis 13-14 ans. J'ai, pour info, toujours le même onduleur. Sur le matériel d'il y a une quinzaine d'années, moi, je suis quand même à 1100 kWh par kilowatt crête par an. Donc, bon, évidemment, un petit peu moins que sur le matériel d'aujourd'hui. Et juste la question que je voulais te poser, c'est au bout de 20 ans, mon contrat, il est terminé. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Je passe sur un système d'autoconso avec vente du surplus? Eh ben alors oui, alors vendre du surplus, tu pourras pas vendre l'autoconsommation, tu ne pourras pas vendre, pardon,
ton surplus EDFOA. Pour l'instant, c'est pas possible de refaire un contrat après que tu l'aies fait une fois. Après, tu peux potentiellement le vendre à des acteurs privés, mais oui, pour l'instant, la solution serait de passer en autoconsommation. Si tu dis ça, j'imagine que tu es en vente totale. Donc oui, il faut venir refaire le branchement sur le compteur pour passer en autoconso. Cette solution n'est pas la plus fait, dans l'idéal, il faudrait pouvoir avoir un deuxième contrat d'achat avec un tarif moins élevé puisque l'installation normalement a été remboursée. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle quand on arrive à la fin du contrat, mais la plus avantageuse, c'est de passer en autoconsommation, ça c'est sûr, et de valoriser donc ta production en l'autoconsommant. Merci pour cette dernière question. Donc, nous avons une enquête de satisfaction un petit peu différente de nos formats puisqu'elle a été réalisée par des étudiants. Donc, voilà, je vous invite vraiment à la réaliser. Ça nous permet d'améliorer un petit peu nos formats d'animation, de comprendre ce dont vous avez besoin pour avancer dans vos projets de rénovation énergétique et photovoltaïque. Et voilà, donc je vous ai mis là le QR code. Enfin, on vous enverra tout ça dans le mail récap qui reprendra le replay, des ressources et, euh, et voilà. Voilà. Des replays, ressources et voilà, Et la question pour savoir si vous voulez valider pour être recontacté potentiellement bien pour sûr. l'accompagnement qu'on va faire en 2025 sur le photovoltaïque particulier dans la métropole. Ok, pour Espiul, effectivement. Voilà, donc comment nous contacter? Un numéro unique, le voici. Pour les habitants du Rhône, donc ce sera l'ALTE 69 qui vous accompagnera, et sinon ce sera l'ALEC de Lyon. Dans tous les cas, des gens compétents et motivés. Eh Et bien, je donc, vous le remercie. webinaire, comme tous les autres, a été enregistré. Il sera disponible sur nos chaînes YouTube à partir, je pense, de la semaine prochaine. Et donc, on a à chaque fois des dizaines, centaines de visionnages. Donc voilà, si vous avez raté des petites choses, n'hésitez pas à retourner voir les replays. On les mettra en ligne dans quelques jours. Voilà, eh ben, merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.